des moments toujours difficiles. Et au niveau individuel toujours, mais au niveau collectif ça va être chaud. Ça va être très compliqué, mais qu'il ne faut jamais se désespérer. Bonjour, c'est votre hôte Dani Rose de Human Connection, en vacances au Mexique. Alors j'ai eu le plaisir de rencontrer le fils d'une amie, Max Barkowski, qui pour moi, je l'ai vu à mes yeux un petit génie, artiste, mystérieux. Alors vous me connaissez, je suis curieuse, alors j'ai voulu en savoir plus de lui. Donc on s'est parlé un petit peu. Et je lui ai demandé si je pouvais faire une entrevue avec lui. Et vous savez quoi? Il a accepté. Alors aujourd'hui, j'ai à mes côtés Max qui va se présenter. Max. Bah déjà, Dani, merci beaucoup. Moi, ça me touche que tu t'es intéressé à moi et que tu m'aies proposé de faire cette entrevue. Surtout que j'aime beaucoup le concept de ta chaîne. Human Connection, c'est quelque chose qui est très beau. Comme tu dis, tu n'es pas une journaliste de carrière ou de profession. Et les entrevues que tu fais, comme tu dis, tu parles aux gens avec le cœur, de cœur à cœur. Et tu veux laisser passer l'émotion. Et ça me touche beaucoup. Et surtout, les personnes que tu as interviewées, c'est des gens qui ont un parcours incroyable. Et tu as voyagé pour les rencontrer aussi. Ma mère en fait partie. Bien sûr. Et du coup, ça me touche d'autant plus que tu t'intéresses à ma Super. personne. Voilà. Alors, Max, présente-toi. Alors, à la cam, donc je m'appelle Maxime Barkowski, je m'appelle Maxime Barkowski, j'ai 25 ans. Je vis à Paris et avec ma sœur Léa qui est à la caméra, on a eu un parcours de vie très riche, très éclaté pour l'instant. On a grandi au Maroc, dans une ferme au Maroc. Et mes parents se sont rencontrés sur un tournage à Paris. Voilà, j'ai des origines très diverses. Mon père travaille dans le cinéma, donc j'ai pas vraiment de crédit ou d'originalité de vouloir suivre ce chemin-là, même si c'est dans des zones différentes de la création cinématographique. Ah oui, parce que je voulais vous dire, Max, tu es scénariste, acteur et agent culturel. Agent culturel. Alors, excuse-moi, continue. Oui, agent culturel à la Maison des étudiants canadiens. Donc c'est ça, très jeune, j'ai été intéressé par le cinéma, par la création. J'étais un enfant assez turbulent. Ah oui? Pour le moins, ça se voit. Tu sembles tellement calme, quelle surprise. Oui, mais c'était pas gagné, vraiment pas. Et je crois que les deux choses qui m'ont aidé ou qui ont canalisé cette énorme colère peut-être ou que j'avais en moi, c'était la marche d'abord, apprendre à marcher. Ah oui? Important. Ouais. Je me suis pété la gueule jusqu'à ce que j'y arrive et toujours aujourd'hui, j'aime marcher et ça m'aide, ça me détend, ça me calme. Et la lecture. Ok, donc c'est deux extrêmes, mais c'est bien, ça balance. Rester assis. Parfait. Et en fait, c'est deux façons de voyager quelque part. Oui, tout à fait, oui. Et quelque part, ce voyage-là, c'est une façon pour moi de me libérer, de m'évader. Et j'ai toujours aimé lire, écrire, créer, penser à des personnages, penser à des situations et à des histoires. Et ça s'est naturellement traduit par aimer l'écriture et aimer jouer. J'ai toujours aimé. Alors c'est comme ça, parce que j'allais te dire, tu as su très jeune enfant que tu voulais être acteur, scénariste. Est-ce que c'était clair ou c'est le processus dont tu viens de parler qui était marcher et tout? C'est l'ensemble. Tu as raison, c'est un processus. Okay. Parce que scénariste, c'est quelque chose d'assez précis. Ça, c'est mon rapport avec l'écriture et le cinéma. Quand j'étais petit, j'ai très tôt eu la piqûre des plateaux de tournage, par mon père qui travaillait sur les plateaux parisiens et qui m'y a emmené quand j'étais vraiment gamin. Et j'étais émerveillé déjà. Et par ma mère, qui est au Maroc, je ne sais pas si tu le savais, mais a été dresseuse d'animaux sur des plateaux américains. Ah oui, donc tu as baigné quand même là-dedans. Oui, alors là, ça donne un petit push. Et voilà, donc comme je dis, j'ai pas beaucoup de crédit. Il y a des gens qui arrivent
enfin, qui ont cette passion pour le cinéma alors qu'ils viennent de milieux Oui. qui n'ont rien à voir. Par exemple, un ami avec qui je travaille en ce moment, Vivien Forçant, qui est cinéaste d'animation. Lui, il n'est pas du tout déterminé par sa famille à aimer le cinéma. On travaille ensemble sur un court-métrage qui est une adaptation de Donjons aux Enfers. Et lui a pas du tout été baigné là-dedans, donc il a beaucoup plus de mérite. Non, tu sais quoi, je n'irai pas là-dedans. Moi, je dirais que nous avons tous un chemin. Et le plus important, c'est de suivre notre intuition. Alors, étant donné que tu es scénariste, je vais te poser la question. De quoi traites-tu dans ta scénarisation? Quels sont tes sujets? Oui, bah alors, comme je te disais, pour moi, l'écriture, c'est une façon de s'évader, vraiment. Okay. Je vais toujours mieux, j'écris pas autant que je voudrais, mais quand je le fais, parce qu'il faut une vraie discipline. Oui. C'est un métier, et c'est la dernière chose des fois à laquelle on pense quand on est dans notre vie. Voilà. Mais quand j'écris, ça me fait du bien et ça me permet de prendre du recul sur moi et sur les choses et de penser à autre chose. Oui. Et quand j'écris, ce qui m'aide aussi à faire ça, c'est un peu les touches de... Bah, il y a un mouvement littéraire que j'aime beaucoup, c'est le réalisme magique. Par exemple, avec Gaël Garcia Marquez, qui a écrit Son temps de solitude notamment, il y a ce côté, un peu des touches de magie dans des choses très concrètes. Ah oui. Qui s'expliquent pas forcément, à aucun moment on est en train de dire bon il rêve, ou alors c'est de la magie, c'est juste ça arrive dans des univers où les personnages sont un peu bloqués. Et c'est un peu ces touches comme ça d'ambiguïté entre le réel et l'imaginaire, entre le rêve et le concret. Moi ça m'a toujours emballé, comme dans des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, écrit par Charlie Kaufman. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Ah, c'est ça. Et puis ce qui est magnifique aussi, c'est que en tant qu'humain, chacun interprète à sa façon, dans sa réalité, comment il vit. Donc tout ce que tu as créé se diffuse. Chacun va voir ce qu'il a envie de voir. Ouais, c'est intéressant. J'aime pas trop les films qui nous expliquent quoi penser et qui nous donnent un message. Un message c'est important, mais quelque chose de plaqué. Oui, que tu sais déjà. Ou en tout cas, j'aime bien quand on nous laisse une possibilité. Tu aimes l'imagination, la fantaisie. Ouais. Et là, je vais te demander, étant donné que tu es aussi un acteur, tu as joué des rôles de quoi, plus ou moins? Alors pour l'instant, j'ai un tout petit début de carrière, dans le sens que j'ai tourné surtout dans courts-métrages, pubs, séries. Mais là, je suis en train de jouer dans une adaptation d'une pièce de Denis Kelly. Alors moi, j'ai pas de formation théâtrale à proprement parler, puisque ma passion c'était le cinéma, ça l'est toujours. Mais j'ai jamais eu de formation théâtrale, à part donner la réplique à une amie qui a fait le conservatoire et l'école, parce que c'était la façon de jouer. Mais là, je joue dans une pièce, voilà. J'ai un ami, un incroyable comédien depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Béranger Stepanek, qui monte une adaptation d'une pièce de Denis Kelly, qui est un dramaturge américain contemporain. Et c'est le rôle le plus intéressant que j'ai jamais eu à jouer. Et c'est un challenge, parce que c'est sur scène, naturellement. devant un public, c'est pas comme le cinéma, tu vois, même là, si je me trompe, on peut couper et reprendre. Mais là, au théâtre, tu peux pas. Sur scène, il y a ce... Et alors, la troisième carrière aussi que tu aimes beaucoup, alors explique-nous exactement ce que c'est. Alors oui, ça c'est plus complexe à expliquer, parce que je réside à Paris, à la Maison des étudiants canadiens. Donc c'est un super campus qui s'appelle la Cité internationale universitaire de Paris, qui est un endroit gigantesque et qui est un peu une sorte de Poudlard / parc olympique des étudiants étrangers. Ça a été fondé en 1926 dans le but justement, et ça peut t'intéresser pour The Human Connection, d'unir des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Ah, ça me parle, je vais y aller un jour. Ah oui, il faut que tu viennes et je te présenterai, parce que je te présenterai à notre directrice Françoise Manger, notamment, qui est un personnage, une figure hors norme, vraiment avec qui j'apprends beaucoup tous les jours et qui m'a... Vous êtes combien? On est 140 résidents.
140. Ouais, ce qui De partout du monde. À la maison des étudiants canadiens. Ah, canadiens, ok. Oui, oui, parce qu'il y a, je crois, 12 000 résidents étrangers dans tout le campus de la cité. Et en fait, le principe, c'est au sortir de la Première Guerre mondiale, André Honora, qui était un ministre français, je pense, enfin un grand homme, a décidé de créer cet espace qui unirait les peuples via les étudiants. Magnifique. Et donc la ville de Paris lui a accordé cet endroit-là. Quel beau projet. Et en fait, l'idée, c'était que chaque pays avait sa maison avec ses résidents qui seraient aussi brassés, entre guillemets, dans d'autres maisons pour qu'ils puissent avoir l'expérience du... C'était du co-living, maintenant, le fameux co-living de maintenant, mais vu par un autre homme. Exactement. Alors donc, toi, tu enseignes ou tu... Alors non, moi, mon rôle à la Maison des étudiants canadiens et le rôle que m'a proposé ma directrice et qui est un peu tombé par hasard, je t'avoue, donc France, elle m'a proposé d'être agent culturel. Et agent culturel, c'est-à-dire d'organiser les activités culturelles de la maison. Et c'est un poste qui n'existait pas dans notre maison, à la fois pour les résidents, enfin proposé pour les résidents, et pour le public extérieur, les autres résidents des autres maisons, ou du public parisien, voilà, qui viendrait. Donc, elle avait cette vision culturelle-là, ce qui fait que je suis en charge des expositions, des concerts, des projections de films. Ça, c'est ma passion, mais j'apprends pour le reste aussi. Et là, on va avoir par exemple la 3e édition des Nuits de la Poésie, qui est un festival poétique qui va rassembler tout le campus et durant lequel on a un spectacle, on a un concours poétique, on va essayer d'avoir une fanfare poétique, une sorte de parade à travers tout le campus, des ateliers de création, même de slam aussi. Ouais. Et du slam. Mais dis-moi, tu es quelqu'un de très occupé parce qu'entre scénarisation, acteur et ça, tu es les mains pleines, hein? Ouais, déjà, je pense que Paris, c'est une ville où on s'ennuie difficilement. Oui. Parce qu'on est tellement stimulé créativement que même rien qu'en flânant, n'importe où, on tombe sur des choses, des pépites, des gens. Et c'est une ville qui est très très riche. À Montréal, c'est moins le cas, mais le fait que ce soit ma ville... C'est petit aussi, oui. Ouais, c'est une ville très grande, mais quelque part c'est plus petit, t'as raison. Mais moi j'ai tous mes amis, j'ai ma famille là-bas et je m'ennuie pas à Montréal non plus. Surtout que quand Ah oui, parce qu'on a oublié de vous le dire quand même. Même s'il vit à Paris, il a quand même passé quelques années j'ai mes études. À Montréal, toutes tes études. J'ai fait mes études. Et tu aimes Montréal? Ah, Montréal, c'est ma ville de cœur. Ah, écoute, moi je suis française et aussi j'adore Montréal. Il y a quelque chose de spécial. C'est spécial. Alors, donc tu as tout ce côté artistique qui est extraordinaire, mais comme on se parlait hier soir, je m'intéressais à la façon de penser en ce moment d'un jeune de 26 ans, parce qu'on a fêté ton anniversaire, dans le monde que nous vivons en ce moment, en 2024, qui, soyons honnêtes, est loin d'être facile, et je pense beaucoup à vous les jeunes, c'est quand même difficile, entre les guerres, entre les problèmes écologiques, j'entends beaucoup cette jeunesse qui vit des dépressions. Moi, je viens de cette époque, et quand je vais dire ça, vous allez devenir mon âge, un peu, des baby-boom, n'est-ce pas? J'ai vécu Ibiza, j'ai connu la guerre du Vietnam, c'était juste après la guerre du Vietnam, où nous étions, ce qui est né après ça, on croyait pouvoir changer le monde, c'était à travers la paix, peace, love, il y avait les Beatles, il y avait tout ça, Vous, je pense que nous sommes à une période charnière 2024, où aussi il faut un changement de société. Alors c'est pour ça que je vais te demander, toi jeune homme de 26 ans en 2024, numéro 1, comment tu vois le monde et est-ce que tu vois une façon de s'en sortir? Je sais on parlera peut-être pas 1 heure parce que les gens qui nous regardent vont peut-être, mais on va essayer de faire ça bref. Enfin, quand même, dis-moi, comment tu vois ça avec tes amis, ta sœur et tout ça? Oui. Bah, déjà, je pense que dans ma génération, il y a une très grosse inquiétude. Vraiment. Il y a ce qu'on appelle, tu sais, l'éco-anxiété, qui est cette angoisse vraiment face à
bah, ce qui va nous arriver, Absolument. Ce qui nous tombe dessus. Là, on a de la chance, on est dans un environnement très beau, magnifique. Mais même ici, et même oui, et tu même as ici, vu, la mer avance vers l'île. Moi, ça fait 8 ans que je vais ici et je vois déjà les changements écologiques. Ils sont là. Quand on est arrivé, il y a eu ces inondations-là. Ça va être de plus en plus fréquent sur cette île-là. Donc, peu importe où on va, même au Canada, qui est un endroit relativement épargné, bah, on a eu des feux, oui. Non, c'est la mer rogne les côtes. Oui. La mer, voilà, bref, l'érosion. Ce qui fait que je pense que l'éco-anxiété, c'est pas du tout une folie. Non, pas du tout. Elle est absolument réelle. Elle est là. Elle est là. Très lucide sur le monde. C'est juste que l'anxiété, ça permet pas forcément d'avancer. Non. Mais le constat est là et il est tout à fait juste. Après, moi, en tant que, au niveau individuel, en tant qu'artiste, voilà, en herbe, tout ça, je me pose des questions, je me demande quelle est ma place aussi dans tout ça et à quel niveau je dois m'engager. Par exemple, mon meilleur ami, j'adore Fechami, qui est un compositeur brillantissime, avec qui je travaille beaucoup, lui, il est de fait de son parcours aussi, parce que moi j'ai eu peut-être un parcours plus protégé de guerre et de conflits. Il est très engagé, il poste très souvent sur des choses, on est relativement d'accord, mais sur des choses qui lui tiennent à cœur. On est d'accord sur. Bien sûr que je ne sais pas quelle nationalité, mais. Il est libanais. Oui, mais bien sûr que ça le touche. Voilà. Parce qu'il vit là-dedans. Géographiquement, il fait partie du conflit. Voilà, exactement. Et c'est sa famille, c'est ses origines. Il travaille là-dessus aussi dans son doctorat. Tandis que moi, j'ai une posture beaucoup plus. Je pense discrète sur mes opinions politiques, sur ce que je dis, peut-être par lâcheté, ou peut-être parce que je n'ose pas dire ce que je pense en pensant que j'ai pas la vérité. Et je l'ai pas, ça c'est. Mais personne là, parce que chacun a sa vérité, de toute façon. Mais j'essaye de m'impliquer, j'essaye de voter, de dire aux autres de s'intéresser, je m'intéresse à ce qui se passe et ce qui se dit. Et ce qui se dit, c'est vraiment que on va droit dans le mur, quoi. Absolument. Quand on lit les rapports scientifiques. Moi, je dis, on est sur une cocotte minute qui va. Et qu'il y aura de plus en plus de guerres, de plus en plus de migration à cause des changements, des changements climatiques. Oui. Parce que on connaît tous le constat, mais ça arrange des gens. Ça arrange des gens qui s'en mettent plein les poches. Que les choses ne changent pas. Surtout quand on voit des milliardaires qui sont déjà construire des bunkers. Et les gens qui mentent sur les rapports. Et ceux qui veulent partir dans une autre planète. Qui veulent partir dans l'espace, qui veulent s'enfuir. Et tandis que nous, on va rester là. C'est vrai, on se sent assez impuissant. Donc la folie, c'est dans le déni. C'est pas d'être anxieux. Oui, la tout folie, à fait. c'est de se dire tout va continuer comme. Si on continue comme ça, les choses vont rester les mêmes. C'est pas le cas. Non. Et dans tous les cas, on devrait avoir un mode de vie beaucoup plus sobre. Absolument. Minimaliste, etc. Et ça, il faut apprendre à aimer le minimalisme déjà parce qu'on l'aura à degré où. On va l'avoir de force. Et l'humain, tu sais, moi je me rends compte que l'humain, un enfant, tu lui dis si tu touches ça, tu vas te brûler, mais tu n'écoutes pas, il va. L'humain, on est tous individuels, égoïstes. Quand ça vient toucher dans notre cour, là on réagit. Tu comprends? Tout à fait. Et sinon. Alors. Donc oui, évidemment, tout ça n'est pas rose, mais il y a toujours des lueurs d'espoir, j'y crois. Oui. Alors, est-ce que tu en vois des lueurs d'espoir? Ah oui, bien sûr. Mais là, on peut parler justement du contraste entre ta génération et la mienne. Ta génération des baby boomers, surtout dans le mouvement de la contre-culture, ça a été un peu les précurseurs, on va dire. Dans ces années-là, pour le mouvement Peace and Love, c'est quand même quelque chose de très très important. C'est important. Qui a un impact toujours aujourd'hui. Absolument. Sauf que vous n'étiez pas toujours vus comme les gens les plus raisonnables par pas du tout. le reste de la population. Complètement. Mais non, mais on était des marginaux. Moi, j'ai toujours fait partie des marginaux, mais ça en prend un peu pour faire la balance. Hélas, l'autre côté qui a le pouvoir, c'est toujours eux qui ont le pouvoir, mais quand même, il faut des marginaux pour essayer de faire une balance. Alors vous aussi, il y a des mouvements qui... Oui. Probablement. Mais par exemple, là, il y a tout un retour à la campagne qui se fait, qui était déjà dans le cas dans ces années 70, mais d'une autre manière. Mon grand-père qui vit à la campagne m'a dit qu'il y a quand même une vraie différence que les paysans voient de ceux qui reviennent. Par exemple, avant,
les groupes hippies, par exemple. Ma grand-mère en a fait partie. Donc, Ok, donc tu connais. C'était un peu les gens space qui prenaient Oui. des trucs, tu sais, on comprenait pas trop, Ouais. et qui n'avaient pas de rapport, qui avait un rapport spirituel peut-être, Oui. mais pas un rapport concret Très bien à dit, la très terre. juste, très Ils juste. savaient pas trop comment, moi non plus. Hein, mais- J'en fais partie. Oui, faire de. Bah, Ouais. Toi, tu cuisines, etc. Moi, Oui. Mais il va falloir qu'on Oui, s'y oui. mette, tu vois. Alors que là, les gens qui reviennent à la terre, et on l'a vu par exemple avec la grève des étudiants de la promo d'AgroParisTech récemment, c'est des gens qui sont surdiplômés. C'est des, comme on dit, c'est des tronches, c'est Oui, des oui, cerveaux. Des gens qui comprennent le système, qui ont fait des études d'ingénierie, mécanique, mathématiques, tout ça, et qui se disent, mais en fait, le système que j'ai appris, et c'est les premiers, va droit dans le mur. Et donc, je vais faire maraîcher. Oui, mais il y a son père. immense changement, comme un banquier qui va se retrouver Exactement. ostéopathe. Ou, voilà. Et ça arrive de plus en De plus. plus en Des gens plus. qui disent, je veux Tant pas mieux. de ce système-là que je connais. Oui, Et mes compétences intellectuelles vont servir à autre chose. à autre chose. Et la terre, je vais la connaître spirituellement, ça c'était Ouais. déjà le cas, Oui. mais je vais surtout la connaître rationnellement aussi. Qui fait une balance, parce qu'il faut qu'on soit ancré et aussi spirituel. Oui. Ouais. Donc voilà la différence. Moi, c'est pour Alors ça que je vois c'est ce beaucoup que tu d'espoir. vois. Vraiment. Ok, c'est bon. Ce shift qui est en train de s'opérer dans la jeunesse, il est très très prometteur. Oui. Ben écoute, mais il faut toujours un contrebalancement. Bon, après, des gens nous disent on est trop utopiste, on ne l'est pas, mais c'est ça. Ah ben, je trouve ça très très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant que je te demande ma dernière question? Non, Non. juste qu'il faut garder espoir parce que des crises, c'est vrai que là c'est un peu la crise finale, Là, dans le là, sens qu'on n'a pas de planète bis. Et avant Non. on pouvait se dire, bon, on perd des combats politiques ou sociaux, mais il y en aura d'autres. Oui. Là c'est un peu. Ah non, c'est dernière très chance. très grave en ce moment, ces fameuses guerres et tout, très grave. Oui, mais on peut avoir de l'espoir parce que des crises, il ne faut pas être fataliste. Tout peut ressortir. Oui, Par exemple, la crise de l'année 1930, la crise financière, elle a abouti à des choses très différentes. Le Front populaire est payé en France, c'est ça. le nazisme en Allemagne, tu vois, mais et le New Deal aux États-Unis. Oui. Ça, j'entendais quelqu'un qui disait que ce genre de crise, c'est une opportunité. Mais toute crise, mais même dans une... moi, je fais cette Human Connection suite à un cancer, où je pensais que j'allais mourir. Exactement. Alors, ça a été une épreuve énorme, mais de là, je suis ressortie, jamais j'aurais fait, tu comprends? Donc, il faut, je crois, quand ça va mal, il faut jamais se décourager. Il faut toujours se dire, ok, c'est dur, mais il y a toujours de l'espoir derrière. Tout peut arriver. Alors, maintenant, je vais te poser ma dernière question. S'il y a un message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent ou qui vont nous voir, non, mais ça va. Quel est le message que tu aimerais leur laisser? Alors moi, de mon expérience de 26 ans, juste que on traverse des moments toujours difficiles et au niveau individuel toujours, mais au niveau collectif ça va être chaud, ça va être très compliqué, mais qu'il faut jamais se désespérer, qu'il faut continuer à faire ce qu'on aime dans la vie. C'est pourquoi on a des vibrations, des connexions. Il faut être connecté avec. Ouais. Il faut être connecté avec qui on est, ce à quoi on aspire, pas se laisser résigner et changer le monde, parce que chaque nouvelle génération, c'est un nouveau peuple. Et il y a aussi quelque chose que, bon, moi maintenant, étant maman, grand-maman, je m'inquiète toujours, mais en fait, on s'adapte. Il y a un moment donné, chaque génération s'est adaptée. Oui, à travers des morts, à travers ça, mais tôt ou tard on s'en sort, parce que de toute façon c'est la Terre qui décide, c'est pas nous qui avons le contrôle. Oui, il faut se remettre en question, avancer, et comme toi, t'as connu plein de vies, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Voilà, et c'était magnifique. Alors nous allons dire merci à Léa qui est en train. Merci Léa qui tient la lampe tout à l'heure. Et merci à toi Max. Merci, franchement c'était un plaisir. Et merci à vous. Et vous savez que je vais vous demander, n'oubliez pas de vous inscrire et des likes, partagez vos amis, votre famille, car c'est grâce à vous que je peux continuer à faire des entrevues avec des gens intéressants comme Max et des gens outside of the box. Alors ciao!